général, en France, on ne va pas dans les cimetières, on ne va pas dans les enterrements. On va dans un enterrement que si jamais c'est quelqu'un de proche, à l'inverse d'Israël, où on participe à des enterrements quand il y a un attentat, quand il y a une catastrophe. En France, on ne va pas dans les cimetières si on ne connaît pas la personne. Donc déjà, rentrer dans un cimetière, c'est compliqué. Bonjour. Parfait. Alors, on va parler un peu de la signification de ce Yom HaZikaron, comme on en parlait un peu avec Cathy. On a toujours un peu du mal à savoir comment aborder ce jour. D'un côté, c'est vrai que c'est un jour, c'est un jour triste, puisqu'on se souvient des personnes qui sont mortes, on se souvient aussi des victimes du terrorisme. Et puis d'un autre côté, de ce Yom HaZikaron, on passe à Yom Ha'atzmaut, qui est vraiment là le jour de la joie, de l'espoir. Et c'est en fait une atmosphère un peu mitigée. Alors, comment aborder ce jour de Yom HaZikaron, David? Tout d'abord, c'est encore plus difficile pour le public francophone parce que, on va dire comme ça, dans la communauté juive, on est un petit peu fermé à tout ce qui est cérémonial, tout ce qui est cérémonie, à plus forte raison cérémonie militaire. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un de la communauté juive de France qui a participé à une cérémonie du 11 novembre à Mabdil, et on est un petit peu... On ne comprend pas c'est quoi cette cérémonie. Alors d'abord, la cérémonie, c'est un cadre. C'est pas l'essence même du jour, et de la même manière que la sonnerie, c'est un instrument pour nous apporter quelque chose d'autre. Alors c'est quoi ce quelque chose d'autre? Le souvenir, en fait, on doit se souvenir du matin au soir chez les Juifs, on doit se souvenir de la création du monde, de la sortie d'Égypte, du Shabbat, d'Amalek, de Jérusalem. Et souvent, on nous a appelé le peuple du souvenir. Mais en fait, le peuple du souvenir, c'est une malédiction. On est comme dans une bibliothèque avec beaucoup de toiles d'araignée sur nous et de la poussière. On n'est pas le peuple du souvenir, on est le peuple qui se souvient. Et en fait, cette différence-là, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire à Yom HaZikaron. Se souvenir, c'est actif. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé, qui est nostalgique d'abord et qu'on essaye absolument de constamment ramener au présent sans aucun lien. En fait, le jour du souvenir, on nous demande de faire quelque chose d'actif. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Afin d'y arriver, alors on a cette cérémonie, on a ce souvenir, mais c'est sûr qu'on n'est pas bloqué sur quelque chose d'actif. Et en fonction de ça, on peut comprendre un peu plus le lien avec Yom Ha'atzmaut le lendemain. C'est pas quelque chose de séparé. On ne reste pas que collé au passé, si vous voulez. On reste aussi avec le regard sur le futur. Et on prend en fait les valeurs de ceux qui sont tombés. Et on se rappelle que ce pays, on ne l'a pas reçu, comme disait Alterman, sur un plateau d'argent. On l'a reçu avec un prix lourd qu'on a dû payer. Et ce prix-là, on s'en rappelle la veille de Yom Ha'atzmaut. D'un côté, pour se rappeler le prix qu'on a payé, et d'un côté, pour comprendre que la vie continue. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Toutes nos grand-mères utilisent encore, ou nos mamans, pour les gens de mon âge, encore cette expression. Un cimetière en hébreu, c'est Bet HaChaim. Ce qui est assez paradoxal d'appeler un cimetière la maison de la vie. Mais en fait, c'est la maison de la vie qui continue. Et ce sentiment-là, il est un peu compliqué, il est un peu difficile à comprendre. Parce que, encore une fois, on est basé sur le souvenir qui est quelque chose de fini, de passé. Quand on prend le souvenir de ces gens-là et on continue un petit peu avec dans le futur. Alors, tu guides beaucoup de groupes qui viennent de France, des jeunes de France. Est-ce qu'ils comprennent ce message? Et de quelle manière tu arrives à leur faire passer ce message d'une façon pédagogique? Je pense que le meilleur, c'est de donner des exemples concrets. Ok, alors j'ai parlé qu'on se souvenir, c'est vivre la chose au présent. Alors comment on fait ça? Quand on rentre dans un cimetière militaire ou quand on parle, aujourd'hui il y a beaucoup de films qui vont tourner sur les réseaux sociaux, les gens vont voir sur Internet beaucoup de films. Qu'est-ce qu'on doit en prendre? On doit prendre les choses de ces personnes qui sont parties et qu'elles continuent à vivre à travers nous. Alors d'abord, il y a une chose qui est commune à tout le monde, c'est qu'il y a une révolution à la création de l'armée d'Israël. C'est qu'aujourd'hui, on se bat. Et ça, c'est une révolution. On a toujours la question que les enfants nous posent. On arrive devant la mer Rouge à la sortie d'Égypte. On est 600 000 hommes armés et il y a 600 chars qui nous poursuivent derrière. Alors même si c'est des méga chars, ils ont 10 soldats par char. Il y a 6 000 personnes qui nous poursuivent, on est 600 000. Alors comment c'est possible qu'on ne se bat pas? Et en fait, ça me rappelle toujours l'histoire. Quand je suis arrivé en Israël, je savais que j'allais m'engager dans l'armée, donc j'étais déjà gonflé, comme chaque petit Français qui s'engage dans l'armée, que j'allais être soldat. Et on a rencontré un rescapé de la Shoah qui nous racontait qu'à un moment donné, ils étaient dans un camp de transition où ils étaient des milliers d'internés juifs et il y avait à peine 20 gardiens. Et bien sûr, on leur posait la question, mais comment c'est que vous n'êtes pas battus?
Et là, il s'est énervé. Je le revois encore en face de moi en me disant, vous êtes une nouvelle génération. Vous relevez la tête, vous battez. Ça, c'est nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend tous ces soldats. Il y a un courage qui est né, qui n'existait pas pendant des milliers d'années. Et l'autre chose qu'on prend de ces soldats-là, c'est que d'un coup, on est prêt à faire quelque chose pour l'autre. Pendant 2000 ans, on a été assez égoïste. On s'est occupé de sa famille, sa communauté, maximum des gens de sa ville. Mais on ne s'est sûrement pas occupé des autres. Quand il y avait des pogroms en Pologne, les gens de Russie ne sont pas occupés. Quand il y avait l'expulsion des Juifs d'Espagne, les gens du Portugal n'ont pas aidé. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas, mais à cause de la réalité, on était concentré sur soi-même. Et d'un coup, chaque soldat qui met des habits militaires sur lui, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je fais partie de quelque chose de plus grand que moi. Et je suis prêt à donner la chose la plus importante que j'ai, c'est ma vie, pour quelque chose de plus grand que soi. Et ça, c'est les choses qu'on prend avec nous à Yom HaZikaron. Et ça, c'est les choses qui sont communes à tous les soldats. Et bien sûr, ce qu'on prend, c'est de chaque personne qui est tombée, on essaye en hébreu, on dit ansacha, perpétuer. Mais comment on perpétue quelqu'un qui est parti? On prend les mêmes qualités, les mêmes vertus de ceux qui sont tombés, on essaye qu'elles continuent à vivre à travers nous, de façon vivante. Et je donne toujours un exemple très concret. Il y a un soldat que j'ai pris quelque chose de lui, que pratiquement je mets tous les jours en application, Dror Van Berg, Hachem Ikom Damo, qui est tombé dans l'attentat terrible de Hebron, où il y a eu les 12 soldats et civils qui sont tombés. Exactement, de la Simta. Et on a écrit un livre sur sa vie après, et on a interviewé la femme de ménage de son immeuble. Et cette femme de ménage raconte une histoire incroyable qui, pour moi, vraiment m'a marqué. Elle raconte que c'est une femme de ménage que personne ne lui parle. Quand on lui parle, c'est pour l'engueuler, pour lui dire que c'est pas assez propre, c'est mouillé, etc. Elle voyait Dror Weinberg qui rentrait tous les 15 jours de l'armée avec tous ses grades, et que même s'il était, depuis 15 jours, n'était pas rentré à l'armée, il s'arrêtait quelques minutes à côté d'elle et il lui parlait. Comment ça va? Comment va la famille? Comment vont les enfants? Et cette femme de ménage disait que Dror Weinberg lui redonnait un espoir dans la vie, qu'elle existait, qu'elle avait une importance. Aujourd'hui, j'ai pris ça sur moi. On a tous le gardien, celui qui nettoie, les gens, ce qu'on appelle en hébreu shkoufim, les gens qui sont transparents. Ces gens-là, ils ont besoin qu'on leur parle, ils ont besoin qu'on les approche. Le fait que moi je continue et je raconte cette histoire et j'imagine d'autres le font, Dror Weinberg, il continue à vivre à travers nous. C'est ça ce qu'on appelle. C'est très touchant ce que vous racontez, David Chawat, parce qu'on a eu l'occasion de parler, en tout cas, j'ai eu l'occasion de parler à Brigitte Milo, la maman de Nadav Milo Zichrono Livracha, qui disait que c'est dans les petites choses qu'on reconnaît un grand homme. Et elle parlait de son fils, et elle disait qu'il mettait beaucoup de soin à faire chaque chose. Si c'était faire la vaisselle, ça paraît complètement anodin. Eh bien, c'était bien fait. Chaque chose qu'il faisait, c'était quelque chose où il mettait du soin. Je voudrais revenir quand même, David, à quelque chose. Moi, Brigitte, sur Nadav Milo, le Ramatkal actuel, le chef d'état-major, a dit que c'est l'officier qu'il a pris comme exemple pour toujours instruire les autres officiers. Et justement, cette chose-là, il a pris ça comme exemple. C'est intéressant, de tous les gens qu'il a connus et qui sont tombés, il a pris justement Nadav Milo pour justement cette réalisation, comme vous dites, quelque chose qu'on prend avec nous et qu'on peut prendre tous les jours avec nous. Je voudrais revenir, David, sur l'éducation, sur la pédagogie, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, et plus particulièrement sur la génération qu'on connaît en France, une génération qui, plus une génération des écrans, une génération qui est un peu plus, on va dire... Plus gâtée, une génération plus gâtée, plus gâtée, plus personnelle, qui ne pense pas tout le temps aux autres. Comment on fait pour... Alors, tu nous l'as expliqué, on parle, on donne des exemples, etc. Mais est-ce que on arrive quand même à des résultats? C'est-à-dire, est-ce qu'ils arrivent à faire ce changement de mentalité, et comment ce changement de mentalité s'effectue? C'est une très bonne question, parce que tout d'abord, rentrer un jeune de France dans un cimetière, c'est quelque chose de très très compliqué. En général, en France, on ne va pas dans les cimetières, on ne va pas dans les enterrements. On va dans un enterrement que si jamais c'est quelqu'un de proche, à l'inverse d'Israël, où on participe à des enterrements quand il y a un attentat, quand il y a une catastrophe. En France, on ne va pas dans les cimetières si on ne connaît pas la personne. Donc déjà, rentrer dans un cimetière, c'est compliqué. Deuxièmement, pourquoi on parle de mort? Quand on va en général dans un groupe en Israël, on va pour s'amuser. Pourquoi maintenant on doit parler de mort, de tombe, etc. Et de façon très, très impressionnante, et je peux dire ça, on va dire, à 100% des groupes, et n'importe quel groupe que c'est, que ce soit des groupes qui sont des gens qui sont plus éduqués, un peu plus âgés, un peu plus jeunes, le moment où ils vont tous raconter qui a changé leur vie personnelle, c'est la sortie d'un coup du cimetière de Har Herzl.
Et la raison, elle est simple. Parce qu'ils découvrent quelque chose d'incroyable. C'est que ils sont pas seuls. Ils sont pas un juif isolé dans un monde. Ils font partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. Et on va dire, je commence toujours par l'histoire qui est rentrée, on va dire comme ça, dans l'histoire d'Israël, mais les gens ne comprennent pas pourquoi. L'histoire d'Entebbe. L'histoire d'Entebbe, c'est vrai que c'est une opération incroyable militairement, mais il y a quelque chose de plus grand que ça. C'est un avion d'Air France avec des passagers qui sont, pour la majorité, juifs de France et des États-Unis. Il y a quelques Israéliens. Et l'État d'Israël, à la limite, quand on va à l'armée en Israël, c'est vrai qu'on se bat pour les autres, mais on se bat aussi pour sa famille. Mais là, l'État d'Israël va envoyer des soldats pour aller chercher un juif de France. Et ça, c'est impressionnant. Yoni Netanyahou, le grand frère de Bibi, il est mort pour aller chercher des juifs de France. Et ça, les gens, ça leur fait un choc d'un coup pour comprendre qu'ils font partie d'une même famille, qu'ils sont tous prêts, en fait, si vous voulez, à sentir cette union. Quand on raconte l'histoire de Max Steinberg, c'est le moment en général j'ai du mal à finir mes phrases. Et même maintenant que je vous parle, j'ai la chair de poule. Max Steinberg est un soldat qui est ce qu'on appelle un Chayal Boded. Il vient des États-Unis, il a grandi dans une très belle maison à Los Angeles. Ses parents ne sont jamais partis en Israël, pas pour des raisons de moyens, parce que ça ne les intéressait pas. Il est tombé à Gaza. Et à son enterrement, quelqu'un a eu une très bonne idée de dire c'est un soldat isolé, venez à son enterrement. Et là, ses parents ont hésité, ils voulaient l'enterrer aux États-Unis. Et ça leur a dit écoutez, c'est compliqué, enterrez-le en Israël, prenez-le au bout de 7 jours, 30 jours, mais au moins enterrez-le en Israël. C'est ce qu'ils ont compté faire. Et quand vous voyez, il rentre dans le cimetière militaire, il voit des dizaines de milliers de personnes, il dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est un enterrement. Il dit non, c'est pour votre fils. Et quand on interviewe les gens, on leur dit mais pourquoi vous êtes venus là? C'est comme mon fils. Et il dira, le père à l'enterrement, il dira on a compris que sa place est ici. On a compris que c'est la première fois qu'il vient en Israël, et la première qu'il vient en Israël, c'est sur la tombe de son fils. Il dit on a compris qu'on est un peuple. Il va parler en anglais, il ne sait pas parler l'anglais, il ne sait pas parler l'hébreu. Mais il va finir, les 3 derniers mots qu'il va finir, il va les finir, on peut le voir sur YouTube, c'est très très impressionnant. Il va finir devant la tombe de son fils, Am Israël Chai. C'est de ça qu'il se souvient. Et quand on sort de ce cimetière militaire, on ne regarde pas que la mort des gens qui sont tombés. On regarde qu'on fait partie d'un peuple. Et que ces mêmes soldats-là, eux, tous les matins, quand ils se lèvent, ils mettent des habits militaires. Ils disent je suis prêt à donner le maximum pour les autres. Et ça, c'est un énorme chamboulement. J'oserais dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, pas qu'avec moi, mais qu'avec beaucoup de groupes, qui ont décidé de faire leur alia ou de s'engager à l'armée après une visite au Herzl. Et c'est pas parce qu'ils se sentent des grands héros en mettant des habits militaires et qu'ils vont faire Rambo, parce que quand on voit quelqu'un où il y a écrit à 20 ans il est mort, c'est peut-être pas le moment le plus sympathique pour décider de s'engager à l'armée. Mais justement, pour avoir la chance de cette responsabilité. Et les gens, quand ils sortent, comme on dit, on parle toujours de, on va dire comme ça, de génération d'écran, mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et je me rappelle peut-être une histoire de quelqu'un qui était très très fermé sur le côté militaire. Une fille qui ne voulait pas absolument rentrer dans un cimetière, elle dit c'est la guerre, c'est pas bien, etc. Et elle est restée à côté, elle ne voulait pas absolument se mêler. Et d'un coup, quand j'ai raconté cette histoire de Max Steinberg, elle a compris qu'en fait, que la réalité qu'on apprenait du souvenir de ceux qui sont tombés, c'est pas la réalité de la mort, on n'a pas le culte des morts, mais c'est le culte de la vie. Et là, d'un coup, tout a changé chez elle. Elle a décidé justement qu'elle était prête à écouter. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'on ne faisait pas le culte de la mort, on ne fait pas le culte de la guerre. Et d'ailleurs, le symbole de Tsahal, il y a une épée et il y a une feuille d'olivier. Mais non, la feuille d'olivier, elle est sur l'épée et pas l'inverse. On espère qu'un jour, on pourra éviter de faire des guerres. Enfin, comme disait un rave qui n'est pas vraiment très, très extrémiste, le Rav Yoel bin Noun, même quand le loup vivra avec l'agneau, je préfère quand même mettre le loup. Donc pour l'instant, manifestement, pour les prochaines années, je ne pense pas qu'on va devoir ne pas pouvoir se passer de l'armée, mais c'est notre but. Et quand les jeunes entendent ça, pour eux, c'est un chamboulement total. Parce que justement, ils sont concentrés sur eux-mêmes. D'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils appartiennent à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. C'est ça qui les chamboule. Alors, vous travaillez à la Chavaya israélite, à l'expérience israélienne, David Chawat. Est-ce que vous avez l'occasion de parler peut-être avec des mamans qui ont envie de faire leur alia, qui sont mamans de garçons et qui sont un peu terrorisées à cause des risques que ça peut comporter pour eux, pour leur fils? Je vous avoue que moi, j'ai une mère juive, de surplus une mère tunisienne.
Vous dire que quand je lui ai décidé d'aller à l'armée, ma mère a bien dormi, non. Je me rappelle très bien, on était au Liban dans notre service militaire pendant 4 mois. On n'a bien sûr pas dit à notre maman qu'on était au Liban. Tout d'abord, c'est normal qu'une mère a peur pour son enfant. C'est logique, c'est normal. Que ce soit une mère de France, que ce soit une mère qui habite en Israël, c'est normal, c'est logique. Je veux dire, si elle, à la limite, elle dirait à son enfant, vas-y, il n'y a pas de problème, c'est à ce moment-là, peut-être qu'on Un peu bizarre. aurait des problèmes, quoi. Mais il n'y a pas le choix. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on vient en Israël, on ne peut pas ne faire le choix de ne pas être associé à ça. Alors, ça a un prix. Oui, ça a un prix, mais tout a un prix. Je pourrais dire en fait que si on regarde ça à la vie en général, dès qu'on passe une étape, dès qu'on veut quelque chose de plus grand, ça a un prix. On décide de faire des études, ben, ça a un prix, on doit sacrifier quelques années pour pouvoir faire des études. On décide de se marier, ben, on doit sacrifier sa vie de célibat pour se marier et construire quelque chose de plus grand. On veut avoir des enfants, ben, on sacrifie, entre guillemets, encore une fois, toujours, cette vie sans enfants pour avoir quelque chose de plus grand. On décide de faire ça Aliyah, on rentre dans un monde avec quelque chose de plus grand. On a une autre vie. Je pense que chaque Israélien ou chaque Olé Hadash, quand il arrive en Israël, il sent ce moment. Comme dit tout le temps d'ailleurs Daniel Haïk, il dit « Je suis venu en Israël pour ces 2 minutes de silence ». La minute de silence de Yom Ha'atzmaut où on a 6,5 millions de juifs qui s'arrêtent et pour se dire qu'on est ensemble. Et le moment de silence quand à Shavuot, au Kotel, tout le monde s'arrête en même temps à la prière du Nez dans le monde entier pour prier au même moment. Ce sentiment d'appartenance à quelque chose de grand, il a un prix. De la même manière qu'on prend un prix à payer. Est-ce qu'on veut mourir? On ne veut pas mourir. Mais je pense que ne pas décider de faire ça à l'IA pour des raisons de sécurité, c'est compliqué. Maintenant, je vais dire quelque chose de pas du tout politique. Et on terminera avec ça. On va terminer parce qu'on a un programme chargé ce matin, David. Alors avec ça, si quelqu'un dit en Israël, je fais ma alia pour des raisons de sécurité parce que c'est dangereux en France, il se trompe. C'est beaucoup plus dangereux en Israël. Ça ne veut pas dire qu'on cherche le danger, mais, et peut-être finir là-dessus, le Yom HaZikaron ne s'arrête pas là. Le Yom HaZikaron, il a une transition, il passe à Yom Ha'atzmaut. Et on est prêt à prendre le risque pour profiter de ce pays, ce magnifique cadeau qu'on a reçu il y a 70 ans, il y a 72 ans. 72 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David. À bientôt. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.